Toute ma famille, les 23 membres, a pris l'avion sur 15 États pour regarder ma sœur faire éclater un ballon rempli de confettis roses, vols affrétés, tenues assorties, un complexe hôtelier à $40 000 à Naples, en Floride. Un mois plus tard, aucun d'entre eux n'a fait 2 heures de route pour me voir me marier. Trop épuisant, a dit ma mère. Nous venons tout juste de voyager, a ajouté mon père. Peut-être la prochaine fois, a texté ma sœur avec un emoji rieur. 34 jours après cela, mon téléphone s'est illuminé avec 215 appels manqués, messages et messages vocaux de chacun d'entre eux. Ils venaient de découvrir qui était réellement mon mari. Et soudain, 2 heures ne semblaient plus si loin. Mais voici ce qu'aucun d'entre eux ne savait, et ce que je m'apprête à vous dire, la distance n'a jamais été le problème. C'était eux. Avant de continuer, si cette histoire vous touche de près, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez vraiment lié à cette histoire. Laissez votre localisation et leur local dans les commentaires. J'adorerais savoir d'où vous m'écoutez. Je m'appelle Stella. J'ai 31 ans, et voici comment j'ai perdu ma famille et découvert que je n'en avais jamais vraiment eu. Laissez-moi vous ramener à un samedi de mars. Le jour où j'ai réalisé que j'avais auditionné pour un rôle que je n'obtiendrais jamais. La famille Townsend vivait à Falls Church, en Virginie, dans une maison coloniale de 5 chambres avec une véranda que ma mère repeignait chaque printemps. Toujours avec de la peinture Faro et Ball, car Patricia Townsend ne fréquentait pas les magasins de bricolage. La table de la salle à manger pouvait accueillir 8 personnes. La nappe en lin venait de chez Restauration Hardware, et à chaque dîner du dimanche, il y avait un plan de table dont personne ne parlait, mais que tout le monde comprenait. Ma mère siégeait au bout. Mon père, Richard, était assis à sa droite, assez près pour hocher la tête au bon moment, assez loin pour ne pas gêner. Madison et Brett étaient assis l'un en face de l'autre comme des membres de la cour royale. Et moi, j'étais assise au bout, près de la cuisine, à côté de la porte battante qui cognait ma chaise chaque fois que quelqu'un se levait pour reprendre du vin. Ma mère dirigeait une chaîne de 5 boutiques à travers le nord de la Virginie, Maison Patricia. Elle appelait cela son empire. Mon père possédait un petit cabinet de conseil en gestion. Stable, respectable, sans éclat. L'argent était là. L'image, elle, était tout. Madison, 4 ans de moins, ancienne, junior Miss Virginia, et désormais influenceuse avec 45 000 abonnés, avait épousé Brett Keller, un promoteur immobilier qui conduisait un Range Rover et parlait des taux de rendement comme d'autres parlent de la météo. Ils vivaient dans une maison de ville à 1,2 million de dollars à Alexandria. Tout dans leur vie avait l'air coûteux. Tout dans leur vie était censé l'être. Puis il y avait moi, graphiste indépendante, un appartement d'une chambre à Arlington, une Honda Civic 2018 avec une bosse sur le pare-choc arrière que je n'ai jamais fait réparer. Ma mère appelait mon métier, la petite activité artistique de Stella. Il y a un portrait de famille sur la cheminée, là-bas à Falls Church. Il a été pris il y a 3 Noëls. Si vous regardez la version encadrée, vous remarquerez que mon visage est à moitié coupé par le bord. Personne n'a jamais changé le cadre. Je ne le savais pas alors, mais dans exactement 4 mois, chaque personne présente à cette table du dimanche me supplierait pour quelque chose, et je dirais non. Le schéma n'a pas commencé avec le mariage. Il a commencé avec une peinture. J'avais 14 ans. Le concours national des jeunes artistes de Virginie comptait 1200 participants cette année-là, et le mien a remporté le premier prix, un paysage à l'huile de la vallée de Shenandoah sur lequel j'avais travaillé 4 mois. Ma professeure d'art, Madame Callaway, a pleuré quand ils ont appelé mon nom. Ma mère avait promis qu'elle serait au 3e rang. Elle n'y était pas. Le 3e rang était vide. Toute la section était vide. Alors que je me tenais sur cette scène du Richmond Convention Center, tenant une plaque avec mon nom gravé en laiton, ma mère était à 60 km de là, dans une boutique de mariage avec Madison, pour lui faire essayer sa robe pour le concours de Junior Miss Virginia. Madame Callaway m'a ramené à la maison ce soir-là. J'ai franchi la porte d'entrée en tenant ma plaque, et ma mère a levé les yeux du canapé où elle épinglait l'écharpe de Madison et a dit « Oh, chérie, je suis vraiment désolée, mais le concours de Madison a lieu dans 2 semaines. Tu comprends? Ta petite peinture sera toujours là demain. » Elle n'était pas là demain. Elle n'a jamais été accrochée nulle part. Ni dans le couloir, ni dans le salon, pas même dans ma chambre, parce que je ne pouvais pas la regarder sans voir ce 3e rang vide. La couronne de Junior Miss Virginia de Madison
elle, a trôné sur l'étagère du salon pendant la décennie suivante, il y avait encore des paillettes dessus quand j'ai déménagé. Des années plus tard, à 24 ans, en nettoyant le garage pour aider mon père à faire de la place pour un nouvel établi, j'ai retrouvé la peinture. Elle était sous une boîte d'anciennes écharpes de concours de Madison, face contre terre, enveloppée dans un sac poubelle. J'ai arrêté de peindre après ça. Non pas parce que j'avais perdu le talent. J'avais perdu le public dont je pensais avoir besoin. Il me faudrait encore 7 ans pour réaliser que j'avais cherché le mauvais public depuis le début. J'ai rencontré David dans un café à Georgetown, un jeudi après-midi d'octobre. Il lisait un exemplaire écorné des « Pensées » de Marc Aurèle. Je dessinais un concept de logo sur mon iPad. Il a demandé si j'étais artiste. J'ai répondu « designer indépendante ». Il a dit « c'est la même chose, juste avec des factures ». J'ai ri. Il m'a offert un deuxième café. Il portait une chemise en flanelle et un jean ce jour-là. Il conduisait un Toyota Tacoma avec de la boue sur les passages de roues. Il m'a dit qu'il travaillait dans les investissements. J'ai imaginé un type avec un compte épargne et une passion pour les feuilles de calcul. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne découvre la vérité. Et cela n'est pas venu de David. C'est venu de Nora, ma meilleure amie depuis l'orientation à l'université, devenue avocate d'affaires à Washington. Nous étions dans son appartement, en train de partager une bouteille de Malbec, quand elle a sorti un article sur son téléphone et a tourné l'écran vers moi. « Stell », a-t-elle dit, « ton petit ami est dans la liste Forbes des 30 de moins de 30 ans. » David Ashford, fondateur et PDG d'Ashford Capital Partners, un fonds de capital investissement gérant 2,3 milliards de dollars d'actifs. J'ai fixé sa photo dans l'article. La même flanelle, le même sourire facile, et j'ai senti le sol se dérober. Quand je l'ai confronté, il ne s'est pas excusé, il a expliqué. L'associé de mon père l'a volé quand j'avais 12 ans, a-t-il dit, assis en face de moi dans notre café habituel. J'ai vu l'argent transformer les gens en étrangers. J'ai juré que je ne laisserais jamais cela m'arriver. Je voulais savoir, si je rencontrais quelqu'un, resterait-elle si elle pensait que je n'avais rien. Je suis resté, et j'ai gardé son secret. Pas pour lui, pour moi. Je voulais que ma famille m'aime pour qui je suis, pas pour la valeur du nom de mon mari. Nora m'avait mis en garde, si ta famille découvre un jour qui il est, elle s'intéressera soudainement beaucoup à toi. Je lui ai dit qu'elle était cynique. Elle m'a répondu qu'elle était réaliste. David m'a demandé en mariage un samedi matin. Pas de restaurant, pas de message écrit dans le ciel, pas de flash mob, juste nous deux sur un banc à Great Falls Park, regardant l'eau s'écraser sur les rochers. La bague était un saphir bleu de Ceylan de 3 carats serti sur platine. Pour quiconque s'y connaissait en pierre, c'était extraordinaire. Pour ma famille, ça avait l'air joli. J'ai posté une photo sur le groupe de discussion familiale ce soir-là, la bague à mon doigt, le bras de David autour de moi, les chutes en arrière-plan. J'ai écrit, il a demandé. J'ai dit oui. La réponse de ma mère est arrivée 14 minutes plus tard, c'est gentil, chérie. Puis immédiatement, les filles, est-ce que quelqu'un a finalisé la palette de couleurs pour la révélation de Madison? Je pensais à du blush et de l'or. Des idées? C'était tout. Voilà l'annonce de mes fiançailles dans la famille Townsend. Quand Madison s'était fiancée 2 ans plus tôt, ma mère avait engagé un photographe pour capturer Brett à genoux au Jefferson Memorial. Elle avait organisé une fête de fiançailles pour 80 personnes au Country Club. Elle avait posté 14 fois sur Instagram en un seul week-end. Je le sais, parce que j'avais liké chaque publication. Pour moi, un emoji cœur et un changement de sujet vers les couleurs de ballon. J'ai envoyé les invitations de mariage 3 mois avant la date. Willowbrook Vineyard, en Virginie, une magnifique propriété dans les contreforts de Shenandoah, exactement 1h50 de Falls Church en voiture. Je l'ai choisi parce que la glycine fleurissait en mars et que l'allée de cérémonie surplombait les Blue Ridge. Aussi parce que c'était près de chez moi, facile d'accès, aucun avion requis. 6 semaines ont passé. Pas une seule réponse. J'ai commencé à appeler. Mon père a décroché à la 3e sonnerie et a bredouillé pendant 30 secondes avant de dire « Ta mère pense que cela pourrait entrer en conflit avec l'emploi du temps de Madison. Le bébé de Madison n'est pas attendu avant 4 mois, papa. » Silence. Long, lourd, familier.
J'aurais dû voir la vérité à ce moment-là, mais l'espoir vous fait garder les yeux à moitié fermés quand ils devraient être grands ouverts. La révélation du sexe de Madison a eu lieu au Ritz-Carlton de Naples, en Floride. Organisateur d'événements, arche de ballon coûtant plus cher que mon loyer mensuel, orchestre de jazz en live, images de drone de la chute de confettis au-dessus du golfe. Ma mère avait fait venir un traiteur avec un bar à fruits de mer et un gâteau à 6 étages en forme de berceau. 23 membres de la famille y sont allés. Tante Linda du Connecticut, tante Rachel de l'Oregon, oncle Jim de l'État de Washington, des cousins que je n'avais pas vus depuis l'enterrement de ma grand-mère sont apparus dans des robes d'été assorties couleur blush. Parce que Patricia Townsend avait envoyé un email de groupe avec un code vestimentaire obligatoire. J'ai pris l'avion aussi, j'ai payé mon propre billet, ma propre chambre d'hôtel, je me suis assise à une table près de la cuisine, la même position qu'à chaque fonction familiale, juste avec un meilleur éclairage. David est venu avec moi. Il portait un polo bleu marine et un pantalon kaki. Personne ne lui a posé une seule question de toute la soirée, sauf Brett, qui s'est penché au-dessus de la table pendant le dessert et a dit « Alors, que fais-tu » ? « Des investissements », a dit David. Brett a souri. « Comme un truc de day trader ?» David a siroté son vin. « Quelque chose comme ça. » Puis Brett s'est tourné vers son copain Greg, de l'autre côté de la table, et a commencé à parler de son sujet préféré, lui-même. « J'essaie d'obtenir un rendez-vous avec Ashford Capital », a-t-il dit en desserrant sa cravate. Le plus gros fonds de private equity faisant du développement côtier sur la côte est. Si je les décroche, on parle de richesse générationnelle. Il a frappé la table. Celui qui dirige ce fonds, je tuerais pour avoir 15 minutes avec lui. David était assis à 1 mètre. J'ai serré sa main sous la nappe. Il n'a pas bronché. J'ai entendu ma mère près de la table du gâteau dire à tante Linda le coût total, 40 000 $. Elle en avait contribué 15 000 elle-même. Rien que le meilleur pour Mamadi, a-t-elle dit en s'essuyant les yeux avec une serviette de cocktail monogrammée. J'ai pensé à mes invitations de mariage restées sans réponse dans 23 boîtes aux lettres, et j'ai applaudi quand les confettis sont tombés. Les réponses ont commencé à revenir 4 semaines avant mon mariage. Chaque réponse disait la même chose, déclinée. Tante Linda, nous venons juste de voler en Floride le mois dernier, chérie. Nous sommes complètement épuisés par les voyages. Le Connecticut en Virginie, c'est 4 heures de route. Le Connecticut à Naples, c'est un vol de 3 heures, mais l'épuisement, semble-t-il, est directionnel. Tante Rachel, c'est juste si loin pour un week-end. Stell, elle avait volé 5 heures depuis Portland pour une révélation de sexe. 2 heures de route vers la Virginie, c'était loin. Madison, je suis enceinte. Stell, je ne peux pas être en train de sautiller partout. Envoie des photos, par contre. Elle en était à 5 mois de grossesse. Les mêmes 5 mois de grossesse qu'elle affichait quand elle a volé en Floride et dansé jusqu'à minuit en talons. Mon père a texté, j'ai serré, Stella. Tu sais comment sont les choses. Il n'a pas essayé. Il n'est pas venu. Et puis, 10 jours avant le mariage, ma mère a appelé. J'ai enregistré l'appel. La Virginie est un État à consentement unilatéral, et Nora, mon avocate de meilleure amie, m'avait dit des mois plus tôt de commencer à documenter. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Je lui faisais juste confiance. Chérie, a dit ma mère, sa voix trempée dans ce ton doucereux qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à dire quelque chose de cruel, ce n'est qu'une petite cérémonie de toute façon, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme la révélation de Madison. C'était un vrai événement. Ne le prends pas personnellement. J'ai éloigné le téléphone de mon visage et j'ai regardé l'invitation sur mon bureau. Papier cartonné crème, lettrage doré, Willowbrook Vineyard, 15 mars, la date où ma vie était censée changer. 23 invitations, 23 refus, et ma mère avait le sang-froid d'appeler mon mariage, pas un vrai événement. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. J'ai ouvert mon ordinateur et fait une capture d'écran de chaque SMS, chaque carte de réponse, chaque excuse. Je les ai sauvegardés dans un dossier sur Google Drive. Nora m'avait dit, documente tout, pas pour la vengeance, pour la clarté. Je ne savais pas encore à quel point les choses deviendraient claires. Willowbrook Vineyard s'étendait sur 13 hectares de collines verdoyantes dans les contreforts de Shenandoah. L'allée de cérémonie était drapée de glycine, violette et blanche, tombant comme dans une peinture que j'aurais pu faire autrefois, quand je peignais encore.
60 chaises blanches, 30 à gauche pour le côté de David, 30 à droite pour le mien. Le côté de David s'est rempli vers 15h15. Sa mère, Margaret, professeure de droit à Georgetown à la retraite, était assise au premier rang dans une gaine couleur champagne d'Oscar de la Renta. Son frère a pris l'avion depuis San Francisco. Son colocataire d'université, son directeur financier, son meilleur ami du camp d'été dans le Maine. 30 chaises, 30 personnes. De mon côté, il y avait Nora, 3 amis de l'université, 2 anciennes collègues du cabinet de design où j'avais passé mes 2 premières années, 6 personnes. 24 chaises vides. L'organisatrice de mariage, une femme douce nommée Darcy, qui avait été professionnellement joyeuse toute la matinée, a touché mon coude et a chuchoté, devrions-nous réorganiser les places? Déplacer quelques invités? J'ai regardé ces 24 chaises. La lumière de l'après-midi les frappait comme une photographie. Laisse-les, ai-je dit. Je veux m'en souvenir. David m'a trouvé 10 minutes avant la cérémonie. Il a pris mes 2 mains et a dit, leur absence n'est pas ton échec. C'est leur perte. Et un jour, ils sauront exactement ce qu'ils ont manqué. Margaret a lu un poème pendant la cérémonie, quelque chose sur les racines et les rivières, et les personnes qui choisissent de rester. J'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de cette soudaine clarté tranchante, j'avais passé 31 ans à mendier de l'amour auprès de gens qui n'en avaient aucun à donner. Après la cérémonie, alors que les invités buvaient du vionnier de Virginie sous l'allée, Nora m'a prise à part. Elle a brandi son téléphone. Ma mère avait posté une story Instagram ce même après-midi, une photo d'un brunch avec Madison dans un café à Alexandria. Légende, journée mère-fille. Même jour, même après-midi, à 2 heures de là. Des œufs bénédicts au lieu du mariage de sa fille aînée. J'ai laissé ces chaises vides exprès, non pas pour culpabiliser, mais comme un reçu. 3 jours plus tard, j'étais toujours dans le groupe de discussion de la famille. Je ne l'avais pas quitté. En partie par habitude, en partie parce que je voulais voir ce qu'ils diraient. Ce qu'ils ont dit était pire que le silence. Madison a envoyé le premier message, alors, c'était comment, le petit mariage? Tu as fait le truc Pinterest? Ma mère, je suis sûr que c'était charmant, chérie. Envoie des photos quand tu en as l'occasion. Aucune mention du fait qu'elle n'était pas venue. Aucune excuse, aucune explication, juste l'hypothèse sereine que mon mariage était une note de bas de page et que le chapitre était déjà passé à autre chose. Brett a ajouté, j'ai entendu dire que tu avais épousé un type de la finance. Bien pour toi. Le day-trading doit être excitant. Puis tante Rachel a posté un selfie depuis une piscine d'hôtel. Elle était à Cancun. Légende, besoin de ça après tous ces voyages. Elle avait réservé des vacances internationales 2 jours après m'avoir dit que 2 heures de route vers la Virginie, c'était trop loin. J'ai lu chaque message. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai juste fait une capture d'écran de chacun, lentement, soigneusement. La façon dont on photographie des preuves sur une scène. Ce soir-là, Nora a appelé. Stell, ça va? J'étais assise sur le canapé de mon appartement d'Arlington, ordinateur ouvert, les messages brillants sur l'écran. David était dans la cuisine en train de préparer le dîner, me laissant de l'espace. J'en ai fini avec l'espoir, ai-je dit. Et j'en ai fini avec le fait de rester silencieuse à ce sujet. Cette nuit-là, j'ai créé un dossier sur mon Google Drive. Je l'ai nommé « Reçu ». J'ai tout téléchargé. Les cartes de réponse que j'avais scannées, les captures d'écran du groupe, l'enregistrement de l'appel de ma mère, une liste comparative que j'avais faite, qui a pris l'avion pour la Floride, qui a décliné la Virginie, et le kilométrage exact pour chacun. Nora avait dit, documente tout pour la clarté. Je ne savais pas encore ce que je ferais de ce dossier. Je savais juste que la clarté avait un poids, et je le tenais enfin à 2 mains. Je dois faire une pause ici une seconde. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà été celle dont les appels vont à la messagerie, dont les étapes importantes reçoivent un « c'est gentil », pendant que quelqu'un d'autre reçoit une ovation debout, je vous vois. Appuyez sur ce bouton « j'aime ». Pas pour l'algorithme, mais parce que votre histoire compte aussi. Maintenant, que s'est-il passé ensuite? Laissez-moi vous raconter. 34 jours de silence, puis le chaos absolu. 2 semaines après mon mariage, les premières fissures sont apparues dans l'empire de Brett Keller. Bien que,
empire, sois généreux pour ce qui s'est avéré être un château de cartes maintenu avec de l'arrogance et de mauvais calculs. Son projet de condo de luxe, les Keller Residence, à Virginia Beach, était censé être son chef-d'œuvre. 42 unités en bord de mer, piscine à débordement sur le toit, toute la fantaisie de la brochure brillante. Mais l'entrepreneur général s'est retiré après que Brett a manqué 3 paiements de progression consécutifs. Puis la banque a envoyé un avis, produisez 1,8 million de dollars dans les 60 jours ou faites face à la saisie du prêt de construction. Brett a commencé à appeler. Il a appelé 12 fonds de private equity en 2 semaines. 11 ont dit non après que la diligence raisonnable a révélé ce qu'un comptable compétent aurait détecté. Garantie surévaluée, obligations d'assurance manquantes et 340 000 dollars de dépenses d'exploitation sans un seul reçu. Le 12e fonds n'avait pas encore répondu. Ce fonds était Ashford Capital Partners. Il se spécialisait dans les actifs en difficulté. C'était la dernière porte encore ouverte, et Brett rampait vers elle à 4 pattes. Si je n'obtiens pas ce rendez-vous, nous perdons tout, a dit Brett à Madison au téléphone une nuit. Sa voix a craqué. La maison de ville, les voitures, tout. Pendant ce temps, la chaîne de boutiques de ma mère se vidait de sa substance. 2 de ses 5 emplacements, Maison Patricia, avaient vu leurs revenus chuter de 40%. Les renouvellements de bail arrivaient à échéance et ses propriétaires ne négociaient pas. Elle avait besoin d'une injection de trésorerie d'au moins 200 000 dollars, de l'argent qu'elle n'avait pas et ne pouvait pas emprunter. Et mon père, le Richard passif et silencieux, venait de perdre le plus gros client de conseil de son cabinet. Il ne savait pas encore que le client avait des liens avec le réseau de David. Personne ne savait encore. C'était ça, le truc avec les dominos, on ne les entend pas tomber jusqu'à ce que le dernier touche le sol. La famille qui ne voulait pas faire 2 heures de route pour mon mariage était sur le point de découvrir que la réponse à tous ces problèmes était assise en face de moi à la table du petit déjeuner chaque matin. C'est arrivé un mardi. L'associé de Brett, Greg Mitchell, préparait une présentation pour Ashford Capital, travail préparatoire standard. Rechercher le fonds, apprendre le portefeuille, trouver un angle. Il a ouvert le site web du fonds, puis a cherché David Ashford, PDG, Ashford Capital. L'article Forbes s'est chargé en premier. 30 de moins de 30 ans dans le capital investissement. Une photo de profil de David, rasé de près, confiant, portant un veston sur une chemise blanche. Le même visage, les mêmes yeux, le même demi-sourire silencieux que Greg avait vu à une table de dîner à Naples, en Floride, 3 mois plus tôt. Greg a fixé l'écran. Puis il a tourné son ordinateur vers Brett et a dit, « N'est-ce pas le type de l'invitation au mariage de la sœur de ta femme ? Celui en flanelle à la révélation du sexe ?» Brett s'est penché. Son visage est passé de la confusion à la pâleur en moins de 3 secondes. Il a saisi son téléphone et a appelé Madison. Madison a appelé Patricia. Patricia a appelé Richard. Richard a ouvert son ordinateur et a tapé « David Ashford Capital » dans Google, et le profil Bloomberg a tout confirmé, actif sous gestion 2,3 milliards de dollars. Fondateur et PDG, David Ashford. Je sais tout cela parce que Madison l'a dit à Brett. Brett l'a dit à Greg, et Greg l'a dit à une connaissance commune qu'il a finalement dit à Nora. Le téléphone arabe est allé vite. Ce qui m'a frappé quand Nora m'a tout raconté au téléphone 2 jours plus tard, c'est ce que personne n'a dit. Pas une seule personne dans cette chaîne n'a dit « Nous aurions dû être à son mariage ». Pas une seule. Les tout premiers mots sortis de la bouche de ma mère, selon le récit de Madison, furent « Cela change tout. Appelez-la. Soyez gentil. Soyez gentil. » Après 31 ans d'invisibilité, l'instruction de ma mère à la famille n'était pas « Excusez-vous ». C'était « Soyez stratégique. » Je ne suis pas sûr de ce qui faisait le plus mal, l'absence initiale ou le retour calculé. Jour 34, un samedi matin fin avril. Je me suis réveillé avec mon téléphone vibrant sur la table de nuit comme s'il essayait de s'échapper. L'écran était dense avec des notifications, un mur de noms que je n'avais pas vu éclairer mon téléphone depuis plus d'1 mois. Je l'ai pris et j'ai fait défiler. 47 appels manqués, 89 SMS, 31 messages vocaux, 48 emails et messages Facebook, 215 points de contact de gens qui ne pouvaient pas trouver 2 heures pour un trajet vers Willowbrook. Ma mère, 12 appels et 3 messages vocaux, Stella, bébé, rappelle-moi. Tu me manques tellement. Faisons un déjeuner cette semaine.
Amen David. Nous adorerions mieux le connaître. Madison, OMG. Stell, pourquoi tu ne me l'as pas dit? David est genre célèbre. Nous devrions tous nous réunir. Brett adorerait le rencontrer correctement. Brett, le même homme qui avait traité David des traders, 3 mois plus tôt, a laissé un message vocal qui semblait répéter devant le miroir, et, Stella, c'est Brett. Écoute, je pense que David et moi sommes partis du mauvais pied. J'adorerais lui offrir un verre. Parler boulot, d'homme à homme. Tante Linda, celle qui était épuisée par les voyages, nous nous sentons terribles d'avoir manqué le mariage. Quand pouvons-nous visiter? Tante Rachel, fraîchement rentrée de Cancun, Stella, je pense à toi. Planifions quelque chose bientôt. Mon père a envoyé un seul SMS, je suis désolé, Stella. J'aurais dû être là. Il était le seul à mentionner le mariage. Mais même son timing, 34 jours plus tard, la semaine exacte où l'article Forbes circulait, semblait moins être des remords qu'un recalcul. David était assis à côté de moi sur le lit, lisant par-dessus mon épaule. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il a juste dit, c'est ton choix. Quoi que tu décides, je suis avec toi. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table de nuit. 2 heures avaient été, trop loin, pour mon mariage, mais un coup de fil à la femme d'un milliardaire? Soudainement, aucune distance n'était trop grande. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. La sonnette a retenti un jeudi matin. Je n'attendais personne. J'ai ouvert et j'ai trouvé ma mère debout dans le couloir de mon immeuble à Arlington, tenant un panier cadeau Williams-Sonoma et portant une veste en tweed Chanel que je l'avais vue acheter en ligne l'automne dernier quand elle pensait que je ne faisais pas attention. Stella. Elle m'a serré dans un câlin, serré, théâtral, le genre d'étreinte qu'elle réservait aux représentations publiques. Tu m'as tellement manqué, bébé. Elle est entrée sans attendre d'être invitée. Ses yeux bougeaient vite, cataloguant l'appartement, une chambre, des étagères IKEA, un bureau couvert de maquettes de clients. Puis son regard s'est accroché sur la peinture au-dessus du canapé, une œuvre à l'huile abstraite dans des bleus profonds et argentés. Elle y a jeté un coup d'œil et est passée à autre chose. Elle ne savait pas que c'était un original d'un artiste d'une galerie de Georgetown, un cadeau de mariage de Margaret Ashford. Il avait coûté 45 000 $. Ma mère est passée juste devant. Elle a posé le panier cadeau sur le comptoir et a pivoté vers la raison de sa venue. Alors, David travaille dans la finance. Brett dit qu'il est assez accompli. Nous adorerions vous avoir tous les deux pour le dîner chez nous, comme une famille. Tu veux dîner, ai-je dit. Comme une famille? La famille qui n'est pas venue à mon mariage? Oh, chérie, ne nous attardons pas là-dessus. Tu sais à quel point tout le monde était occupé. Elle a agité la main comme si elle époussetait des miettes d'une nappe. Maintenant, parle-moi du travail de David. Est-il? Maman? J'ai fait un pas en avant. Tu n'es pas venu ici parce que je te manque. Tu es venu parce que tu as cherché mon mari sur Google. Son sourire s'est durci. Pendant une seconde, le masque est tombé. J'ai vu l'éclair d'irritation qu'elle réservait habituellement aux gérants de magasins qui remettaient en question ses retours. C'est injuste, Stella. Je suis ta mère. Alors agis comme telle. J'ai maintenu la porte ouverte. Elle est restée là 3 secondes entières avant de ramasser son panier cadeau et de partir. À travers la fenêtre, je l'ai regardée monter dans sa voiture, et sur le siège passager, en train d'attendre, il y avait Madison. Elles étaient venues ensemble. Elles avaient planifié cela. Vous avez oublié mon exposition d'art, ma remise de diplôme et mon mariage. Mais vous vous êtes souvenu de la valeur nette de mon mari. J'en ai pris note. Quand la douceur n'a pas fonctionné, ma mère est passée à la pression. Dans les 48 heures suivant la fermeture de ma porte, chaque téléphone que je possédais a commencé à sonner avec une campagne coordonnée qui aurait impressionné un comité d'action politique. Madison a appelé en premier, Stell, maman est vraiment blessée. Tu es égoïste. Tout ce qu'elle voulait, c'était un dîner. Est-ce vraiment si terrible? Puis Brett par email, et il a mis Madison en copie comme s'il s'agissait d'une réunion de conseil d'administration. Stella, je pense qu'il y a eu un malentendu. J'adorerais discuter d'une synergie commerciale potentielle avec David. Cela pourrait bénéficier à toute la famille. Planifions un appel. Tante Linda, Stella,
ne sois pas difficile. Ta mère se soucie de toi. Mon père par SMS, s'il te plaît, viens juste dîner. Ça va s'arranger. Et tante Rachel, celle qui avait pris l'avion pour Cancun au lieu de mon mariage, a posté sur Facebook cette semaine-là, la famille, c'est tout, et m'a tagué publiquement pour que tout le monde puisse voir à quel point elle était dévouée. J'ai bloqué 8 numéros. Ils ont appelé avec de nouveaux. J'ai bloqué ceux-là aussi. Ils ont utilisé les téléphones d'autres personnes. L'appartement semblait avoir été mis sous siège par des gens qui n'avaient jamais frappé à ma porte quand je n'étais que Stella. David a proposé d'intervenir. Il aurait pu passer un seul coup de fil, une seule phrase du PDG d'Ashford Capital, et tout se serait arrêté. J'ai dit, non. Si tu combats cela pour moi, ils ne me respecteront jamais. Ils te craindront juste. Ce n'est pas ce que je veux. Il n'a pas insisté. Il m'a préparé le dîner à la place, pâte au citron et au capre, et un verre du même vionnier que nous avions servi au vignoble. Nous avons mangé en silence, et ce silence ressemblait à une forteresse. Il pensait que j'étais têtu. Il n'avait aucune idée que j'étais délibéré. Le message vocal est arrivé à 23h14, un mercredi soir. La voix de ma mère tremblait, douce, et brisée d'une manière que j'avais entendue peut-être 3 fois dans ma vie. Stella, je sais que je n'ai pas été parfaite. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis ta mère. Quoi qu'il soit arrivé, quoi que j'ai fait de mal, ne m'exclus pas. S'il te plaît, je t'en supplie. Je suis restée assise sur le bord du lit et je l'ai écouté 3 fois. Ma poitrine me faisait mal. Les larmes coulaient sans permission. Elle avait l'air réelle. Elle avait l'air brisée. Et j'ai presque rappelé. Mon pouce a hésité au-dessus du bouton vert. Et chaque souvenir de mon temps dans cette cuisine, à me faire dire que j'étais, assez, mais clairement jamais assez pour eux, s'est battu contre la jeune fille de 14 ans, toujours vivante en moi, qui voulait juste que sa mère se montre une seule fois. David était sur le pas de la porte. Il n'a pas parlé. Il n'a pas bougé vers moi ou loin de moi. Il est juste resté là. Et dans le calme, j'ai appelé Nora à la place. Elle avait l'air réelle, Nora. Peut-être que je suis trop dur. La voix de Nora était douce et ferme à la fois. Ouvre le dossier. Lis les messages. Lis ce qu'elle a dit à propos de ton mariage. Ensuite, décide. J'ai ouvert mon ordinateur. La lumière bleue de l'écran a rempli la chambre sombre. J'ai cliqué sur le dossier nommé « Reçu » et j'ai ouvert la capture d'écran de 2 jours avant mon mariage. Un message que ma mère avait envoyé à Madison, que Madison avait accidentellement transféré dans le mauvais groupe, « Ne perds pas ton samedi pour la petite cérémonie de Stella. Elle s'en sortira. Elle le fait toujours. » C'était le message qu'elle avait envoyé à chaque membre de la famille. La raison pour laquelle personne n'est venu. Ce n'était pas la distance. Ce n'était pas les emplois du temps. C'était Patricia Townsend disant tranquillement à 23 personnes que le mariage de sa fille aînée ne valait pas leur temps. J'ai fermé l'ordinateur, essuyé mon visage, et j'ai pensé à la dernière fois que j'avais entendu ma mère pleurer. Il y a 3 ans, quand elle voulait que mon père co-signe seul pour l'expansion de sa boutique. Elle ne pleurait pas parce qu'elle m'avait blessé. Elle pleurait parce que j'avais cessé de lui être utile. Laissez-moi vous demander quelque chose, et soyez honnête avec vous-même, avez-vous déjà surpris quelqu'un en train de pleurer des larmes de crocodile? Ce moment où vous réalisez que les larmes ne sont pas pour vous, elles sont pour ce dont ils ont besoin de vous. Si vous connaissez ce sentiment, lâchez un crocodile dans les commentaires. Et si vous vous demandez ce que j'ai fait ensuite, croyez-moi, j'ai passé des semaines à le planifier. Restez avec moi. Je me suis assise à la table de la cuisine le samedi suivant, avec David à ma gauche et Nora à ma droite. Le café refroidissait dans 3 tasses. Un bloc-notes était devant moi. Mon écriture était petite et régulière. Je n'essaie pas de les détruire, ai-je dit, et je le pensais. Mais j'en ai fini de prétendre que leur comportement est acceptable. S'ils veulent accéder à David, ils passent par le même processus que n'importe qui d'autre. Pas de réduction famille sur la décence humaine élémentaire. David s'est adossé à sa chaise. Tu devrais savoir. Brett a soumis une présentation à Ashford Capital il y a 2 semaines par le processus d'admission standard. Mon équipe d'acquisition l'a signalé. Signalé comment? 3 drapeaux rouges.
Brett a surévalué ses garanties d'environ 30%. Son projet de construction manque d'une obligation d'assurance requise. Et il y a 340 000 $ de dépenses d'exploitation qui ne peuvent pas être justifiées. Pas de facture, pas de reçu, juste des postes sans documentation. Il a fait une pause. Mon équipe allait le rejeter avant tout cela. Les chiffres ne fonctionnent pas. Nora m'a regardé. Donc, l'accord meurt de ses propres mérites. Exactement, a dit David. Je ne l'ai pas rejeté à cause de Stella. Je l'ai rejeté parce que son entreprise n'est pas solide. Cette distinction compte, légalement et personnellement. J'ai hoché la tête. Le plan n'était pas compliqué. Je n'avais pas besoin de manigancer ou de manipuler. J'avais juste besoin d'arrêter d'intervenir, d'arrêter d'arrondir les angles, d'arrêter d'être le pont invisible entre les problèmes de ma famille et les solutions qu'ils n'avaient pas méritées. Il y avait une chose, cependant, le gala de charité de la Fondation Henderson, dans 3 semaines. David recevait le prix du leadership. 400 invités, tenue de soirée. Si ma famille l'apprenait, et j'étais certaine qu'il le ferait, il serait là. Nora a fait glisser un classeur mince sur la table. À l'intérieur, des captures d'écran imprimées, des cartes de réponse scannées, le tableau de comparaison des kilométrages. Juste au cas où, a-t-elle dit. Ce n'est pas une arme. C'est un miroir. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais juste besoin qu'ils arrêtent de se mentir sur qui ils étaient. La lettre de rejet est arrivée au Keller Development Group un lundi. Livrée sur papier à en-tête crème d'Ashford Capital, papier coton 100 grammes, logo gaufré. Elle était signée par le vice-président des acquisitions. Pas David. Procédure opérationnelle standard. Le PDG ne signait jamais les rejets d'accord. Mais Brett ne savait pas que la lettre comportait 3 paragraphes de courtoisie professionnelle enrobant un verdict. Après un examen approfondi de diligence raisonnable, le profil de risque des Keller Residences ne répond pas à nos critères d'investissement actuels. Spécifiquement, surévaluation des garanties mises en gage, obligation d'assurance de construction inadéquate et divergences non résolues dans les dépenses d'exploitation rapportées. Brett a lu cela debout dans son bureau. Puis il s'est assis. Puis il a mis sa tête dans ses mains. Il a appelé Madison cet après-midi-là. J'ai appris plus tard, encore une fois par la chaîne qui menait toujours à Nora, que c'était la première fois que Madison entendait Brett pleurer. Ce soir-là, Brett a essayé d'atteindre David directement. Il a appelé la ligne principale du bureau d'Ashford Capital. La réceptionniste était polie et inébranlable, Monsieur Ashford n'accepte pas les appels non sollicités. Si vous souhaitez soumettre une demande formelle, je peux fournir l'adresse email appropriée. Brett a raccroché. Il est resté assis dans sa voiture dans le parking pendant 20 minutes. Puis il a appelé Patricia, j'ai besoin que Stella demande à David de reconsidérer, a-t-il dit. Si elle ne fait pas ça, nous sommes finis. Nous perdons la maison de ville. Nous perdons tout. Ma mère, la femme qui avait dit à 23 personnes de rater mon mariage, a dit 4 mots, laisse-moi faire. En une semaine, elle avait acheté une table au gala de charité de la Fondation Henderson. 5 000 $ pour un siège dans la même pièce que le gendre qu'elle n'avait jamais pris la peine de rencontrer. 5 000 pour réparer ce que 2 heures de conduite auraient empêché. L'ironie pesait sur ma poitrine comme une pierre. Pendant que Brett se débattait, l'empire de ma mère s'effondrait. Maison Patricia avait 5 emplacements. Ce printemps-là, 2 d'entre eux avaient reçu des avis de renouvellement de bail avec une augmentation de loyer de 35%. Les propriétaires ne négociaient pas. Le shopping en ligne grignotait son trafic depuis des années, et la réponse de Patricia avait été de l'ignorer totalement. La partie amère, j'avais proposé d'aider. 2 ans plus tôt, assise à cette même table de dîner du dimanche, au bout près de la cuisine, je lui avais dit que je pouvais concevoir un site web e-commerce complet pour « Maison Patricia ». Rafraîchissement de l'identité de marque, boutique en ligne, intégration des réseaux sociaux. Je le faisais gratuitement, un cadeau. Ma mère avait souri de la façon dont elle souriait aux enfants qui disent quelque chose de naïf, « Chérie, tiens-toi-en à tes petits dessins ». La vente au détail, c'est un autre monde. Maintenant, cet autre monde se refermait sur elle. Elle avait besoin d'au moins 200 000 $ pour maintenir 3 emplacements à flot, de l'argent pour couvrir les renouvellements de bail, les factures impayées des fournisseurs et une paie qu'elle jonglait depuis des mois.
La banque voulait un co-signataire ou un investisseur extérieur. Elle n'avait aucun des deux. Quand elle a entendu Brett parler d'Ashford Capital, quelque chose a fait, clic, dans son esprit. Je pouvais le voir se former, même à distance, le calcul, le pivot. Si David pouvait sauver le projet de Brett, peut-être pourrait-il sauver ses boutiques aussi. Deux problèmes, un gendre milliardaire. Elle a appelé mon père ce soir-là, nous devons être à ce gala, quel qu'en soit le prix. Richard avait un contact à la fondation Henderson. Il a acheté la table. 5 000 $ que Patricia n'avait pas, débités sur une carte de crédit sur laquelle elle était déjà en retard. Margaret Ashford m'a appelé le jour après que l'achat a été effectué. Chérie, a-t-elle dit, un Townsend vient de réserver une table au gala. Est-ce ta famille? J'ai regardé par la fenêtre vers le Potomac, argenté sous la lumière de l'après-midi. C'était la veille du gala. J'étais dans le Penthouse de Georgetown, essayant la robe que David avait choisie pour moi, Carolina Herrera, noire, longue jusqu'au sol, un genre de beauté propre et silencieuse. Le genre qui ne s'annonce pas mais qui reste dans la pièce longtemps après votre départ. J'avais toujours mon appartement d'une chambre à Arlington. Je ne l'avais pas abandonné. C'est qui j'étais avant, avais-je dit un jour à David. Je ne veux pas l'oublier. Le Penthouse avait des bails vitrés donnant sur le Potomac. Les lumières sur le Kennedy Center scintillaient sur l'eau. Je me suis tenu devant le miroir en pied dans l'entrée et je me suis regardé. 31 ans. Carolina Herrera, bague en saphir captant la lumière de la lampe, et tout ce que je pouvais voir, c'était Stella, 14 ans, sur une scène à Richmond, tenant une plaque en laiton, fixant une rangée de chaises vides. David est arrivé derrière moi, tu n'es pas obligé de leur dire quoi que ce soit demain. Juste être là suffit. Non, ai-je dit en ajustant l'encolure. Ils ont besoin de l'entendre. Pas pour moi, pour la version de moi qui se tenait sur cette scène à 14 ans et est rentrée chez elle avec sa professeure d'art. La sonnette a retenti à 9 heures. Nora. Elle avait le classeur avec elle, le dossier des reçus imprimés, soigneusement organisé, avec des onglets, enfermés dans une fine couverture noire. Elle l'a posé sur le comptoir de cuisine en marbre et a dit, juste au cas où. Je l'ai ramassé. Il était léger. Quelques pages de capture d'écran, une poignée de cartes de réponse scannées, une transcription d'un coup de fil. C'était tout. Mais chaque page tenait le poids d'une promesse que quelqu'un avait rompue et n'avait jamais pris la peine de réparer. Je me suis regardé dans le miroir une dernière fois. J'avais passé 31 ans à me rendre assez petite pour correspondre à leurs attentes. Demain, je me tiendrai à pleine hauteur. Le gala de charité de la Fondation Henderson avait lieu au National Building Museum à Washington, D.C. Une cathédrale de bâtiments avec des colonnes corinthiennes s'élevant à 23 mètres dans un plafond voûté. 400 invités en tenue de soirée. Un orchestre de chambre jouant Debussy près de l'atrium sud. Dom Pérignon sur chaque table. Un demi-million de dollars levés pour des organisations à but non lucratif dans l'éducation avant même que le premier discours ne soit prononcé. David et moi sommes arrivés en voiture de ville. Il portait un smoking Tom Ford sur mesure. Je portais une petite pochette Bottega Veneta juste assez grande pour mon téléphone et quelques pages pliées. À l'intérieur, la pièce bourdonnait de pouvoir. PDG, gestionnaire de fonds, 2 sénateurs en exercice, un ancien secrétaire de cabinet. Ils connaissaient tous David. Ils lui ont serré la main, m'ont embrassé sur la joue, nous ont félicités pour le prix. Vous devez être Stella, a dit une femme aux cheveux argentés. David ne s'arrête jamais de parler de vous. J'ai souri. J'ai serré des mains. Et de l'autre côté de la salle, à la table 14, pressée contre le mur du fond comme une réflexion après coup, je les ai vus. Ma mère dans une robe rouge de Nordstrom, essayant de toutes ses forces d'avoir l'air de quelque chose de plus. Brett dans un costume qui tirait sur ses épaules. Madison, enceinte de 6 mois, agrippant son petit sac à main. Mon père assis avec ses mains sur ses genoux, fixant la nappe. Il ne m'avait pas encore vu. Il balayait la salle à la recherche de David Ashford, le nom sur le programme, le visage de l'article Forbes. Il ne savait pas que j'étais déjà là, debout à 6 mètres, les regardant chercher. Le maître de cérémonie s'est approché du podium. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'honoré de ce soir, le fondateur d'Ashford Capital Partners et récipiendaire du prix Henderson Leadership de cette année, David Ashford. David s'est levé.
Je me suis levé avec lui. 400 personnes ont applaudi. Et à la table 14, le verre de champagne de ma mère s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. David a parlé pendant 5 minutes. Il était gracieux, précis et chaleureux de la manière dont seul quelqu'un qui ne se soucie pas vraiment des applaudissements peut l'être. Il a parlé du travail de la Fondation Henderson dans les écoles sous-financées. Il a parlé de la responsabilité du capital. Il a fait rire 2 fois une salle remplie de gens puissants et les a fait réfléchir 1 fois. Puis il a marqué une pause. Il m'a regardé directement, je veux terminer en remerciant la personne qui me rappelle chaque jour que le succès ne se mesure pas à ce que vous construisez. Il se mesure à qui se tient à vos côtés quand vous n'aviez rien. Ma femme, Stella. Le projecteur m'a trouvé. Je me suis levé. 400 personnes se sont levées dans une vague d'applaudissements qui a rempli la vaste salle, du sol en marbre au plafond voûté. À la table 14, ma mère était devenue pâle. Madison a agrippé le bras de Brett si fort que ses articulations sont devenues blanches. La mâchoire de Brett était verrouillée. Mon père a regardé son assiette comme si la réponse à toute sa vie pouvait être écrite sur la porcelaine. Après le discours, je les ai regardés bouger. Patricia s'est levée la première, redressant sa robe, levant le menton, plaquant sur son visage le sourire brillant et brillant qu'elle portait comme une armure. Elle a fendu la foule avec Madison et Brett derrière elle comme un cortège. Stella. Elle a ouvert grand les bras. Oh mon Dieu, regarde-toi. Nous sommes si fiers de toi, chérie. Elle a tendu la main vers moi devant 3 couples qui regardaient clairement. Une étreinte conçue pour les témoins. Je n'ai pas bougé. Mes bras sont restés le long de mon corps. Salut, maman. Étrange de vous voir ici. Vous n'avez pas pu venir en Virginie, mes décès fonctionnent. Le sourire s'est fissuré légèrement. Oh, ne sois pas idiote. Nous sommes ici pour te soutenir. Vous êtes ici parce que l'entreprise de Brett a besoin de 4,2 millions de dollars. La phrase a atterri comme un verre brisé sur du marbre. Les 3 couples se sont retournés. 2 membres du conseil d'administration de Henderson debout juste derrière ma mère se sont figés. Le silence a duré 3 secondes, mais il pesait 31 ans. Ma mère a récupéré vite. Elle le faisait toujours. Stella, ce n'est pas le lieu. Tu as raison. Le lieu était Willowbrook Vineyard, le 15 mars, à 2 heures de chez toi. Mais tu n'étais pas là. Brett s'est avancé, sa voix basse et urgente, Stella, allons prendre cela dans un endroit privé. J'ai une proposition pour David. J'ai ouvert ma pochette. J'ai sorti une seule page pliée et je la lui ai tendue. C'est le texte que tu as envoyé à Madison la semaine de mon mariage. Tu as appelé ça la petite chose de Stella. Tes mots exacts étaient, pourquoi perdrais-je un samedi pour ça? Brett a pris le papier comme s'il était brûlant, c'est sorti de son contexte. Je me suis tourné vers ma mère. Ma voix était stable. Je ne tremblais pas. Je ne parlais pas fort. Et ceci, ai-je dit, en sortant une 2e page, est le message que tu as envoyé à chaque membre de la famille, leur disant de ne pas venir. Ne perds pas ton samedi pour la petite cérémonie de Stella. Elle s'en sortira. Elle le fait toujours. La bouche de Patricia s'est ouverte. Rien n'est sorti. Puis. Je n'ai jamais. Ce n'est pas, maman, j'ai la capture d'écran. Madison l'a transférée par accident. Je l'ai sauvegardée. Madison a commencé à pleurer, Stella, tu fais une scène. J'ai regardé ma sœur, belle, enceinte, effrayée, et j'ai dit, non, Madison, tu as fait une scène. C'était rose. Ça a coûté 40 000 $, et tout le monde a pris l'avion pour la Floride. Je voulais juste 2 heures de leur temps. Je n'en ai eu aucune. Le groupe autour de nous avait grandi. Un membre du conseil d'administration de Henderson se tenait à 1 mètre à ma gauche. Un journaliste du Washington Business Journal était à 3 mètres derrière ma mère. Personne n'a parlé. Personne n'est intervenu. Ils ont juste écouté. J'ai plié les pages, les ai glissées dans la pochette et je les fermées d'un coup sec. Vous n'êtes pas venu à mon mariage parce que ce n'était pas rentable pour votre temps. Vous êtes ici ce soir parce que mon mari vaut votre argent.
Je connais la différence. Et maintenant, tout le monde dans cette salle aussi. Brett a laissé tomber le faux-semblant, sa voix s'est brisée comme du plâtre humide. Stella, allez. C'est du business. Tu ne peux pas laisser des sentiments personnels ruiner un accord qui vaut des millions. David s'est avancé. Il était debout à 1,5 m derrière moi tout le temps, les mains jointes, regardant. Sa voix était calme, un calme de salle de conseil, le genre qui fait taire les hommes puissants. L'accord a été rejeté il y a 3 semaines, Monsieur Keller. Vos finances ne répondaient pas à nos critères. Cela n'avait rien à voir avec Stella. Brett l'a fixé. C'est. Tu ne peux pas, les mots ne menaient nulle part. Il ressemblait à un homme qui avait marché dans un mur qu'il ne pouvait pas voir. Ma mère a tenté une dernière carte. Elle a tendu la main vers la mienne, ses doigts se refermant autour des miens. Chérie, je suis ta mère. Tu ne peux pas faire ça à la famille. J'ai retiré ma main doucement comme pour lâcher un ballon. Tu as choisi pour quelle famille te montrer. Je respecte juste ton choix. Madison sanglotait ouvertement maintenant. Mascara sur les joues, une main sur son ventre, ce n'est pas juste, Stella. Je suis sur le point d'avoir un bébé. Et j'espère que tu te montreras pour elle, ai-je dit. La façon dont personne ne s'est montré pour moi. La pièce a retenu son souffle. Mon père n'avait pas prononcé un mot. Il se tenait au bord du groupe, légèrement derrière Brett, les mains dans les poches. Finalement, il l'a dit. La chose qu'il aurait dû dire il y a 34 jours dans un vignoble sous la glycine. Stella, je suis désolé. J'aurais dû venir. Je l'ai regardé, et pendant une seconde, une brève seconde honnête, j'ai voulu le croire. J'ai voulu être cette jeune fille de 14 ans qui pensait encore que son père était juste silencieux, pas complice. Je sais, papa, mais désolé 34 jours en retard à un gala de milliardaires, ce n'est pas désolé. C'est de la stratégie. Je me suis retourné, j'ai pris le bras de David, et j'ai marché vers la table principale où Margaret Ashford était assise en attendant, son sourire petit, chaleureux et réel. Derrière moi, Patricia Townsend se tenait au milieu de 400 personnes, et pour la première fois de sa vie, ne pouvait penser à une seule chose à dire. Le reste de la soirée s'est déroulé comme une carte de température, le froid rayonnant depuis la table 14, la chaleur partout ailleurs. Ma famille est restée assise. Personne dans la pièce n'est allé vers eux. Les 2 membres du conseil qui avaient entendu l'échange se sont déplacés aux coins opposés de la salle. Et l'une d'entre elles, une femme nommée Hélène Calder, qui se trouvait être la plus grande cliente de conseil de mon père, s'est penchée vers son mari et a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Elle n'a plus jamais regardé la table de mon père. Brett a essayé une fois de plus. Il a approché un gestionnaire de fonds spéculatifs près du bar, s'est présenté et a lancé son projet en moins de 60 secondes. L'homme a siroté son bourbon, a regardé Brett de haut en bas et a dit « Je pense que vous devriez vous concentrer sur votre situation familiale d'abord, Monsieur Keller. » Puis il est parti. Madison est partie avant le dessert. Elle a pleuré dans les toilettes pendant 10 minutes, puis a commandé un Uber pour rentrer. Patricia a bu 3 flûtes de champagne en 20 minutes et a dû être escortée jusqu'au hall par Richard, dont le visage semblait avoir été sculpté dans la pierre grise. Pendant ce temps, à notre table, David m'a présenté à la directrice de la fondation Henderson. Elle cherchait un designer pour refondre leur initiative d'éducation, nouvelle identité visuelle, campagne numérique, matériel de sensibilisation. Nous avons parlé pendant 40 minutes. Elle aimait mon portfolio. Elle aimait mes idées. Elle n'a jamais mentionné le nom de David une seule fois au cours de la conversation. Margaret a serré ma main sous la table, tu as géré cela avec plus de grâce qu'il ne méritait, Stella. Un journaliste du Washington Business Journal était au gala. Elle n'a pas écrit sur la confrontation. Elle avait plus de tact que ça. Mais la semaine suivante, elle a publié un portrait, le couple de pouvoir silencieux, comment le PDG d'Ashford Capital et sa femme designer redéfinissent la philanthropie. Ma famille a lu chaque mot. Je le sais parce que Nora m'a dit qu'il l'avait partagé dans le groupe de discussion. Le groupe que j'avais finalement quitté. Une semaine après le gala, la banque a officialisé les choses. Brett n'a pas réussi à obtenir un financement de remplacement dans la fenêtre de 60 jours. Le prêt de construction sur les Keller Residence a été saisi. La propriété est retournée au prêteur. L'équité personnelle de Brett, $800 000 qu'il avait injecté sur 2 ans,
était parti. 42 condos de luxe sont devenus un squelette de béton à moitié fini surplombant Virginia Beach. Il a déposé le bilan sous le chapitre 7. Le Keller Development Group a cessé d'exister. La maison de ville à 1,2 million de dollars à Alexandria a été mise sur le marché à perte. Madison a emballé ses affaires, ce qu'il en restait, dans le SUV de sa mère et a emménagé à nouveau dans la maison coloniale à Falls Church. Puis la deuxième fissure s'est ouverte. En triant les comptes de l'entreprise de Brett pendant le dépôt de bilan, Madison a trouvé ce que l'équipe de diligence d'Ashford Capital avait signalé, 340 000 $ de dépenses d'exploitation sans reçu. Elle a sorti les dossiers, les relevés de cartes de crédit, les factures d'hôtel dans des villes où Brett n'avait aucun projet, des frais de restaurant pour deux, un appartement loué à Norfolk sous une LLC dont elle n'avait jamais entendu parler. Brett voyait sa responsable de bureau depuis 6 mois. À travers l'intégralité de la grossesse de Madison, à travers la révélation du sexe, les robes d'été assorties, la fête à 40 000 $ au Ritz-Carlton. Madison m'a appelé à 2 heures du matin. Sa voix était brute, dépouillée de l'inflexion Instagram, du droit à la facilité, de la confiance facile d'être la favorite de la famille. Stell, je ne savais rien de tout ça. Je suis tellement désolé. Pas pour David, pour tout. Pour toi. J'ai écouté. Je n'ai pas raccroché. Je ne l'ai pas réconforté non plus. J'y penserai, Madison, mais pas ce soir. J'ai posé le téléphone. David était réveillé à côté de moi, regardant le plafond. C'était la première chose réelle que ma sœur m'avait dite depuis des années. Mais un coup de fil à 2 heures du matin avec tout qui brûlait autour d'elle n'effaçait pas ce que 27 ans de silence avaient construit. Maison Patricia a fermé un 3e emplacement en septembre. 2 emplacements restaient, tous 2 fonctionnant à perte. Elle a vendu sa veste Chanel sur Poshmark pour 1 200 $. Son adhésion au country club a expiré et elle ne l'a pas renouvelée. Les amis qu'elle avait cultivés pendant 30 ans se sont avérés être le genre d'amis qui exigeaient une ligne de crédit fonctionnelle pour rester. Mon père a perdu 2 autres clients de conseil à l'automne. Il a commencé à réduire la voilure, à laisser partir son assistante, à déménager vers un espace de travail partagé. Il a envoyé une lettre à mon intention via Nora. Elle ne demandait pas d'argent. Elle demandait juste à parler. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas jeté non plus. Et moi, j'ai signé un contrat de design avec la Fondation Henderson, une refonte complète de leur initiative d'éducation nationale. C'était le plus grand projet de ma carrière, et je l'ai mérité grâce à mon portfolio, pas grâce à mon pédigré. David et moi avons acheté une maison dans la campagne de Virginie, à 40 minutes de Falls Church, mais à un monde de distance. Il conduisait toujours le Tacoma les week-ends. J'ai transformé la véranda en studio. Au-dessus de la cheminée dans le salon, j'ai accroché une peinture, un paysage à l'huile de la vallée de Shenandoah peint par une jeune fille de 14 ans qui avait remporté la première place et attendu 17 ans pour que quelqu'un le remarque. Il a fallu tout ce temps pour l'accrocher. Pas parce que je l'avais oublié, mais parce que j'avais enfin trouvé un mur qui le méritait. La carte est arrivée par Nora un vendredi de novembre. Écrite à la main sur du papier craft, pas d'enveloppe Hallmark, pas de logo, juste l'écriture de Madison, que je n'avais pas vue depuis qu'elle avait l'habitude de laisser des notes sur ma porte de chambre à l'école intermédiaire. Stell, je l'ai nommée Espoir parce que je veux être un type de mère différent de celle que nous avons eue. Je ne m'attends pas à un pardon. Je veux juste que tu saches que j'essaie. Si cela prend des années, j'attendrai. M, à l'intérieur de la carte, il y avait un Polaroid de bébé Hope. Joues rondes, cheveux foncés, grands yeux qui semblaient surpris par le flash. Au dos, Madison avait écrit « Elle a tes yeux ». J'ai posé la photo sur mon bureau dans le studio à côté de mon moniteur et d'une tasse de café froid. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas rangé non plus. David l'a vu ce soir-là quand il est entré pour me dire que le dîner était prêt. Il l'a ramassé, a regardé le visage du bébé et a dit « Elle est magnifique ». Elle l'est, ai-je dit. Et j'espère que Madison lui donne ce que nous n'avons jamais reçu, quelqu'un qui se montre. J'ai pensé à cela pendant longtemps après qu'il a quitté la pièce. À ce que signifie laisser une porte déverrouillée sans l'ouvrir. À la différence entre le pardon et l'accès. À la façon dont une limite n'est pas un mur, c'est un portail avec une serrure. Et seul moi détiens la clé. Madison pourrait changer. Elle changeait déjà, le coup de fil de 2 heures du matin,
La carte manuscrite, le respect silencieux pour une ligne que j'avais tracée. Ou elle pourrait ne pas le faire. Les gens éclatent parfois, puis se referment. Et vous ne pouvez pas construire votre vie autour du potentiel de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas fermé la porte parce que j'ai arrêté de m'en soucier. Je l'ai fermée parce que j'ai enfin commencé à me soucier de moi-même. Je suis assise sur la véranda en vous racontant ceci. Campagne de Virginie à la fin de l'automne. Les chênes sont devenus cuivre et or, et les Blue Ridge reposent à l'horizon comme une aquarelle qu'on a laissé sécher. Il y a une tasse de café dans ma main. Le bon type, celui de la presse française que David prépare chaque soir parce qu'il dit que le rituel le calme après une longue journée à être la personne dont tout le monde dans le monde financier veut 15 minutes. Il est à l'intérieur en ce moment à préparer des pâtes. Il fait toujours la recette au citron et au capre de cette nuit-là à Arlington. La nuit où j'ai bloqué 8 numéros de téléphone et dîné en silence avec la seule personne qui n'avait jamais une seule fois me demandé d'être plus petite. Je fais défiler mes contacts parfois. Nora, David, Margaret, une poignée d'amis d'université, l'équipe de la Fondation Henderson. Mon téléphone est plus silencieux qu'avant. Le groupe de discussion est parti. Les dîners du dimanche sont partis. La chaise vide au bout de la table est partie parce que je m'en suis enfin levé. Ma mère avait raison sur une chose, mon mariage n'était pas comme celui de Madison. Celui de Madison était une performance. Le mien était une promesse. Et les seules personnes qui avaient besoin d'en être témoins étaient celles qui se sont réellement montrées. J'ouvre mon iPad et je commence à dessiner. Une nouvelle pièce pour le studio. L'image vient facilement, une seule chaise dans un champ de fleurs sauvages. Pas vide, en attente. David sort sur la véranda, 2 tasses à la main. Qu'est-ce que tu dessines? Quelque chose que j'aurais dû peindre il y a longtemps. Il s'assoit à côté de moi. Les grillons commencent. Le ciel devient violet. On dit que le contraire de l'amour est la haine. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que le contraire de l'amour est de ne se montrer que quand c'est pratique. Et je pense que la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite n'était pas de me tenir à ce gala avec des reçus et de dire la vérité à une salle pleine d'étrangers. C'était le lendemain matin quand je me suis réveillé, et regardé mon téléphone, et n'ai rien senti manquer. C'est mon histoire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir écouté. Vraiment, si vous avez déjà été la chaise vide à la table de quelqu'un d'autre, je veux que vous sachiez que vous êtes assez. Vous avez toujours été assez. Le problème, ce n'était jamais vous. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous et vérifiez la description pour plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous êtes au milieu de votre propre moment de « reçu », dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Votre histoire compte. Prenez soin de vous, Stella.